Deuxième partie de ce spécial Politicien consacré aux femmes africaines. Mes trois invités sont toujours avec moi. Madame Justine Kasavubu, ancienne ambassadeur de la RDC auprès de l'Union européenne. Vous êtes aussi femme politique, très engagée, il faut le préciser. Madame Marie-Thérèse Altemat Massing, chef d'entreprise, et Christine Nina Nyon-Savier, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Burundi en France. Merci d'être resté avec moi. Les économistes sont formels. Si toutes les femmes africaines décidaient de cesser de travailler, l'économie africaine s'effondrerait. C'est dire l'importance, le poids économique des femmes sur le continent. C'est un sujet de la rédaction signée Victoria Sedji. Près de 60 ans après les indépendances, la condition socio-économique des femmes africaines ne se raconte plus avec les mêmes mots. Les femmes africaines d'aujourd'hui ne sont donc plus les mêmes qu'hier. Leur présence se fait de plus en plus remarquée dans le tissu socio-économique. Le développement de l'entrepreneuriat féminin, très prometteur, a un réel impact positif sur la réduction de la pauvreté des ménages. Une étude menée par Global Entrepreneurship Monitor montre que depuis 2014, la création d'entreprises par des femmes est en progression de 10%. Même s'il reste encore faible, l'Afrique subsaharienne détient le taux d'activité entrepreneuriale féminin moyen régional le plus élevé, soit 25,9% contre 12% en Afrique du Nord. Les difficultés sont vraiment les doutes. Le doute de se poser la question tous les jours, de se dire est-ce qu'on s'est lancé dans le bon chemin? Est-ce que véritablement se lancer seul, parce qu'on est seul quand on est entrepreneur, est le bon choix, plutôt que de se retrouver dans une institution ou à travailler dans une entreprise où on va trouver la sécurité et moins de doutes. Comptons à l'actif des femmes africaines, des entreprises dans des secteurs très productifs. L'Afrique compte de plus en plus de femmes qui créent de la richesse, fondent, président et dirigent de grandes entreprises et même de grandes multinationales. Au Sénégal, le taux d'entreprises dirigées par des femmes est de plus de 20%. En Guinée, des initiatives comme celle de Nathalie Zeina Bari contribuent fortement à l'économie du pays. Patronne d'une ferme avicole à seulement 27 ans, avec plus de 150 employés, son entreprise Preco Avicole produit et commercialise jusqu'à 1 800 000 pondeuses par an. Nous avons aussi un incubateur qui incube plus de 40 000 sujets par mois. Nous souhaitons faire augmenter la chaîne d'alimentation au lieu d'importer des aliments de chair, des poulets de chair. Pourquoi ne pas produire sur place? Faire genre comme Côte d'Ivoire, produire la viande sur place, revendre sur place. En dehors de l'élevage, les femmes sont surtout présentes dans l'agriculture et apportent une véritable valeur ajoutée aux industries agroalimentaires. Leur proportion dans la production agricole et les activités après récolte varient entre 20 et 70% selon l'évaluation internationale des sciences et technologies agricoles pour le développement. La Banque mondiale estime que si elles avaient un accès plus facile aux intrants agricoles, leur productivité pourrait augmenter de 10 à 30%. Reste l'épineux problème de financement qui se pose encore avec plus d'acuité chez les femmes entrepreneurs. Le financement est réellement un défi majeur et je pense que le gouvernement fait des efforts pour que les établissements financiers puissent nous accompagner à des taux plus ou moins raisonnables. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est encore une bataille pour nous. Dans les secteurs qui étaient autrefois l'apanage des hommes, certaines ont réussi à être des figures de proue. Grâce à la révolution technologique, des femmes ont réinventé le commerce à travers les nouveaux modèles proposés par l'économie numérique. Cependant, dans bien d'autres secteurs importants, elles brillent par leur absence. Diplômées ou non, plusieurs femmes restent encore prises dans les filets de l'informel où les retombées économiques de leurs activités sont quand même assez importantes. Deux chiffres pour commencer cette deuxième partie. En Afrique au sud du Sahara, 27% des entrepreneurs sont des femmes. Et les femmes dans le commerce informel génèrent 20 milliards de dollars par an. Madame Altemat Massing, qu'est-ce qui
aujourd'hui mieux qui facilite ou explique cet engouement des femmes vers l'entrepreneuriat? Mais déjà, c'est quelque chose de très, très important pour que les femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat, créent leurs activités. Ce qui est dommageable, c'est que les banques et les investisseurs ne leur font pas confiance. Très souvent, elles sont dans l'informel. 61% sont dans de l'informel. Et ce sont ces femmes-là qui font en sorte que les capitaux puissent être générés et formés et amener des plus-values. N'oublions pas que ces sommes, qui sont les petites sommes vers la base, elles sont dans des marchés, elles sont dans des rues, dans l'informel, ce sont les montants colossaux. Une fois réunis, ce sont ces montants que les hommes vont gérer par les bourses, par des grands investissements, et elles ne bénéficient pas de cette manne. Selon l'OCDE, 70% de la force agricole du continent provient des femmes. Absolument. 91% des denrées alimentaires du continent sont produites par les femmes. Donc c'est une force colossale. Et je me dis, quelle personne, quel gouvernement, quelle institution peut nier cette force? De toute façon, les femmes sont obligées de s'organiser, de créer leur propre banque. Et elles le font très bien. Elles le font très bien, puisque les hommes ne leur font pas confiance. Les banques qui sont en majorité tenues par les hommes, les capitaux et les flux financiers qui sont tenus par les hommes, elles sont obligées de se débrouiller par les réunions, par les tontines, pour pouvoir augmenter et faire agrandir leurs activités. C'est quand même dommage, parce que c'est une manne, et c'est vraiment l'économie qui est là ne demande qu'à être bien produite et bien structurée. Il y a quand même un paradoxe. C'est aussi le continent qui fait plus d'efforts en matière de représentativité des femmes. La moyenne mondiale est de 22% de représentativité. En Afrique, beaucoup de pays ont atteint 40%. On a vu quelques exemples dans l'élément qui est passé. Mais Madame Kassavubu a évoqué un point dans la première partie qui est très important. Nous sommes en pleine mutation. Le continent est en plein bouleversement. Et nous sommes à la recherche de repères. Comment se retrouver dans ce mouvement, dans cette mutation justement, et comment consacrer, quels sont les instruments justement pour consacrer davantage l'autonomisation des femmes et surtout la parité? Je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, et c'est à peine si on arrive à comprendre même ce qui est en train de se passer. Quand on essaie de s'accrocher sur une ligne, on la perd très vite sans même... parce qu'il y a une autre ligne qui bouge de l'autre côté. Parce qu'il y a une autre ligne qui a bougé et qui a fait en sorte qu'on se retrouve dans le vide. Mais je crois qu'au lieu de se sentir perdu, on devrait nous asseoir. Nous avons des institutions qui sont déjà en place. Nous avons des femmes dans les domaines de prise de décision, les femmes dans la politique, les femmes dans le Sénat, à l'Assemblée nationale et autres. Mais nous avons aussi des femmes au niveau des domaines économiques et qui font, je sais par exemple au Burundi, je sais qu'il y a une banque qui a été créée par et pour les femmes. Que pour les femmes. Que pour les femmes. Ça a été créé par les femmes. Faut-il multiplier des exemples comme ça? Et cette banque permet justement aux femmes de pouvoir continuer leur indépendance, développer leurs activités et le faire de manière très facile. Donc cette banque prête facilement aux femmes pour qu'elles puissent avancer. Mais là où je pense qu'il faut qu'on fasse attention, c'est qu'on ne se laisse pas entraîner justement par ces mouvements très rapides des changements et oublier nos bases culturelles. C'est quoi les bases culturelles? J'ai toujours dit que la base culturelle de la femme africaine, de la femme africaine en général, c'est cette femme qui tient, qui sait tenir le noyau familial, qui sait tenir la famille, qui sait faire manger sa maison, qui sait aller chercher à gauche et à droite comment est-ce que les enfants vont manger, comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller à l'école. Nous avons vu beaucoup de familles qui se sont retrouvées qu'avec des femmes parce que les hommes sont partis, avec d'autres femmes, je pense qu'on va en parler plus tard, ou parce que les hommes sont morts à cause des guerres et autres. Alors les femmes ont essayé et ont trouvé un moyen de tenir leur base familiale sur la base culturelle. Ça veut dire que la femme, elle reconnaît que c'est le noyau même de la famille. Elle a des enfants, des garçons, des filles, mais elle s'arrange pour que la femme
elle s'arrange pour que ses enfants puissent devenir quelqu'un. Doit continuer à assumer sa responsabilité parentale et familiale. Exactement. Et le fait de voir des familles se disloquer, mais que la femme s'accroche toujours à garder ce noyau familial et faire en sorte que la famille puisse s'épanouir d'une manière ou d'une autre, c'est ça la force. Et c'est ça ce que j'appelle la base culturelle. C'est pas abandonner des enfants à gauche, à droite et puis se dire que bon, moi je suis occupée par la politique ou autre, donc on va se débrouiller ou on va se retrouver plus tard. Quand on a beaucoup d'enfants qui ont perdu des repères justement parce que les mamans ne sont pas là ou les tantes ne sont pas là. Mais quand la femme tient le coup, on voit une bonne organisation. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on déstabilise beaucoup plus les femmes. C'est pour cette raison, comme au Congo, les personnes qui souffrent avec la guerre, c'est beaucoup plus les femmes. Mais c'est une politique justement de déstabilisation des familles, des noyaux familiaux. C'est une manière de faire en sorte que celles qui pouvaient garder la famille ne puissent plus exister, ne puissent plus avoir des bases assises. Mais quand une femme est assise, quand une femme peut s'asseoir, elle peut produire des miracles dans son foyer, même sans l'homme. Alors, la chance d'avoir des femmes de maturité comme vous permet justement d'aborder les questions dans leur profondeur. Madame Kassavubu, c'est vrai qu'une des conséquences de ce bouleversement que vous aviez évoqué, c'est que les familles ne durent plus longtemps, les couples ne durent plus longtemps. Vous avez de plus en plus de personnes séparées, de couples séparés, de familles recomposées. Comment se retrouver dans cette mutation que vous aviez évoquée, Madame Kassavubu? Mais en commençant d'abord par mettre les points sur les i et par nommer un chat un chat. Si maintenant, moi, je vous dis que la déstabilisation et le dépeuplement de la RDC à l'Est portent un nom, portent le nom d'un responsable politique, d'un dirigeant politique. Si je vous dis que le président du Rwanda, Kagame, est celui qui finance les rébellions à l'Est, qui déstabilise justement nos familles et qui tue nos femmes. Donc, ça veut dire que la femme africaine et la femme congolaise aujourd'hui est encore très très loin des mécanismes de macroéconomie qui auraient dû régir justement l'ensemble de la gouvernance économique dans nos pays. Pourquoi? Parce que moi je veux bien qu'on parle des banques réservées aux femmes, mais ça veut dire aussi que dans le choix des crédits qui sont alloués, on va aussi limiter ces choix par rapport à des secteurs bien précis. Or, ce qu'il faut, c'est que la femme doit pouvoir maintenant acquérir aussi la maîtrise des outils économiques. Nous avons la nécessité de savoir comment les flux financiers fonctionnent, comment est-ce que les banques fonctionnent, le coût de la vie, et puis aussi les investissements et comment est-ce qu'on va se situer par rapport à ce qu'on veut investir et par rapport à ce que ça va rapporter et quelle est la place que la femme va occuper dans cette chaîne de production par rapport à son pays dans 5 ou dans 10 ans. Donc tous ces outils-là, la femme n'a pas cette maîtrise de la vision macroéconomique. Donc c'est la raison pour laquelle moi je crois qu'il faut d'abord pouvoir éradiquer justement ceux qui sont coupables de tous ces méfaits, de tous ces fléaux. Parce que si on ne le fait pas, alors, à mon avis, nous faisons fausse route. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'Afrique doit absolument éviter, c'est l'impunité économique, l'impunité politique. Et nous sommes loin du compte. Madame Altemat Massing, alors ce que dit Madame Kassavubu, ce qu'il faut retenir en substance de ce que dit Madame, c'est que les instabilités politiques enveniment davantage les conséquences de cette mutation sociale et sociologique que vit le continent. Ça complique davantage toute la donne. Que faire finalement? Énormément, ça complique la donne. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Quand vous vous rendez compte qu'au Congo, on utilise les femmes comme les armes de guerre, en les violant, en les mutilant. Au Nigeria, où on enlève les femmes, ce sont les armes de guerre. Les femmes sont devenues faire du chantage. Donc je crois que cette mutation-là il va falloir que les organisations, surtout des femmes, puissent se réunir comme par exemple l'ONU Femmes pour trouver des solutions. Parce que les solutions ne viendront que des femmes. Très souvent dans les instances décisionnelles où on parle de ces problèmes, il n'y a pas de femmes, alors que ce sont les premières concernées. Donc j'aimerais que les femmes puissent aussi aller dans ces instances, prendre la parole à l'Union africaine, faire aussi des propositions. Nous avons cette force-là. Cette force-là ne doit pas seulement se limiter dans nos quartiers, dans nos familles. Le 8 mars, bien s'habiller, faire la fête, c'est bien, c'est vrai, c'est bien. Ça fait aussi partie de la vie, mais cette date doit aussi nous permettre de réfléchir. Depuis le combat des femmes, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? À qui on doit s'adresser? Parce que pour le moment, nous n'avons que cette force-là de parole et de conviction
et de nombre, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Là, vous évoquez la situation des pays instables. Quand on considère, quand on prend le cas des pays qui sont stables, qui n'ont pas de problème d'insécurité et de stabilité, comment faire en sorte de ne pas transposer des modèles extérieurs sur le continent? C'est ça la vraie question aujourd'hui. On a l'impression qu'on est à un carrefour où on ne sait plus trop. Il y a une crise de modèle. Absolument. Comment s'en sortir? Vous avez tout à fait raison. Moi, je dis toujours que l'Afrique a perdu ses fondamentaux. Voilà. Nous avons renié nos propres racines. Un pays, un continent qui vit avec l'exemple, les yeux rivés vers l'extérieur, ne peut pas avancer. Quelles sont nos propres racines? On mange ce qui vient de l'extérieur. On s'habille comme les autres. Même les dieux que nous prions sont les dieux des autres. Nous avons nos propres fondamentaux. Quelles sont ces valeurs que nos ancêtres avaient? Quelles sont ces valeurs? Elles sont où, ces valeurs? Comme vient de dire la dame, je suis tout à fait d'accord avec elle. Les femmes ont démissionné. Quand vous vous rendez compte que les enfants des rues, moi, il y a peut-être des années, ça n'existait pas en Afrique. Mais maintenant, il y a plusieurs pays, vous arrivez, il y a des enfants des rues. Les femmes sont où? On a démissionné de nos propres forces, de notre propre travail. Une femme ne peut pas être chef d'entreprise, être épanouie en politique, où que ce soit, si dans sa propre base, dans sa propre famille, il n'y a pas de stabilité. La stabilité commence déjà par asseoir son propre foyer, bien élever les enfants. C'est la femme qui éduque les enfants. C'est la femme qui éduque le monde. Si nous sommes arrivés à ce point-là, que le continent est à la dérive, je dis que la femme a sa propre responsabilité. Arrêtons toujours de dire les hommes, les hommes. Nous-mêmes, nous avons fait quoi? C'est vrai qu'on nous utilise, c'est parce que quelque part aussi, on accepte qu'on nous utilise. J'ai fait l'exemple dernièrement des jeunes filles qu'on a enlevées au Nigeria. Nous, les femmes, nous avons fait quoi? Est-ce que nous sommes levées pour faire les marches? Il faut que les femmes se lèvent, disent on en a assez, on en a marre, qu'on prenne même des armes si besoin, parce que nous sommes arrivés à un point où les femmes doivent maintenant prendre les forces et le pouvoir pour que ce continent-là puisse aller de l'avant. La mobilisation sociale et le dialogue sont sans doute les meilleures armes qu'il faut utiliser. Mais on ne nous invite pas pour dialoguer, on ne nous invite nulle part pour en parler. C'est à ça qu'il faudra sans doute travailler. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.